Êtes-vous prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui François Cariol. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président directeur général du groupe Labrosse et Dupont qu'on peut... Déjà, on va commencer par présenter le groupe parce qu'il y a beaucoup de marques d'entreprises. C'est quoi Labrosse et Dupont? Labrosse et Dupont, c'est une entreprise qui fabrique et vend des produits de grande consommation pour l'usage de tous les jours. On a tous, je pense, à la maison des produits de Labrosse et Dupont sans le savoir, dans la plupart des cas. Alors, c'est une entreprise qui s'est construite depuis 1845. 1845, oui, c'est elle a vertigineux quand changé même. plusieurs fois, tel un reptile de peau. Et aujourd'hui, on vend nos produits dans les grandes surfaces alimentaires, dans les hypermarchés, supermarchés, et on vend des ustensiles de nettoyage des sols, des balais, des seaux, des serpillières, mais également des accessoires de beauté, de manucure, de coiffure, des premiers soins, du maquillage, de la mercerie. Donc plein de petits objets de tous les jours et qui ont pour caractéristique, alors on va parler des termes un petit peu horribles pour le consommateur, ce sont des rotations faibles. Ce sont des produits qu'on achète de façon avec des intervalles très importants, donc des fréquences basses. On achète un balai une fois tous les 3 ans. Voilà. Et donc, c'est difficile pour l'entreprise de créer une relation continue avec un consommateur par rapport à des produits qu'on achète toutes les semaines ou même tous les mois, que ce soit des produits alimentaires ou des produits d'entretien. Nous, on a une relation un peu plus lâche, on va dire, avec on va citer quelques marques, parce que autant Labrosse et Dupont n'est pas connu du grand public, autant vos marques, elles le sont. Elles le sont. Alors, la principale marque de l'entreprise, c'est Éléphant. Alors, à 2 titres. D'abord, parce qu'elle représente un chiffre d'affaires assez significatif, mais surtout parce que c'est la marque historique de l'entreprise. Quand Alphonse Dupont crée Labrosse et Dupont à Beauvais en 1845, sa première marque, c'est Éléphant, parce qu'à l'époque, il veut fabriquer des brosses à dents de très haute qualité, premium, et donc il les fait sur des manches en ivoire. D'où la marque Éléphant. Bon, évidemment, le business model a un peu changé. Pourquoi y avoir tant de marques aussi anciennes en France? Oh, si, alors, non, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a quelques-unes, des marques anciennes, oui, des marques anciennes. Mais oui, alors après, l'entreprise s'est diversifiée. On fait des accessoires de coiffure à la marque Glamour, des premiers soins à la marque Stéripan, du maquillage à la marque Misden, parce qu'elle a aussi vécu, elle a été le fruit d'opérations de fusion, acquisition, elle a racheté des concurrents, on a acheté une entreprise qui s'appelait l'Ardenois, d'où la marque Misden de l'Ardenois. Donc, on a une juxtaposition comme ça de marques différentes dans les différents secteurs qui sont pertinentes pour chaque catégorie, parce que les décisions des consommateurs, une dame qui achète du maquillage, elle va pas le faire avec les mêmes critères ou les mêmes valeurs que quelqu'un qui achète des ustensiles pour nettoyer le sol de sa maison. On peut pas utiliser la même marque pour ces gammes. Évidemment, on le comprend très bien. Donc, entreprise fondée en 1845. Est-ce que vous avez senti une responsabilité particulière en prenant la tête d'une entreprise aussi vénérable? Ce que je veux dire. Non, ça n'a pas été la chose à laquelle j'ai été confronté le plus vite. Moi, j'ai été nommé en 2004 à la tête de l'entreprise par l'actionnaire de l'époque, qui est le groupe LVMH, et qui avait une entreprise qui était en grande difficulté financière. Donc, il y avait un sauvetage nécessaire. Oui. Le groupe souhaitait que l'entreprise soit redressée, qu'elle soit remise sur des bases solides. On n'était pas dans le core business d'LVMH, on n'y a jamais été, et donc il y avait une volonté à un moment clairement de se séparer, de vendre l'entreprise, mais le groupe LVMH voulait le faire dans des conditions qui assureraient la pérennité de l'entreprise après la cession. Donc il y avait une grande responsabilité sur l'opération, donc il voulait une restructuration durable de l'entreprise. Et quel levier vous avez activé justement pour redresser l'entreprise? Vous savez, quand on arrive dans une entreprise en grande difficulté, c'est un peu comme les pompiers, il y a un immeuble en feu, on n'a pas trop le temps de réfléchir à des choses comme ça. On regarde les foyers d'incendie, en l'occurrence les foyers de perte, et puis on cède, on ferme, on coupe. La première chose à faire, c'est de couper l'incendie. Il faut fermer ou céder les foyers de perte, de façon à retrouver un périmètre à peu près équilibré, rentable, et là on peut commencer à réinvestir ensuite pour redévelopper les activités. Alors, on va donner quelques chiffres, des chiffres clés sur Labrosse et Dupont. Près de 1000 collaborateurs, 5 sites de production en France, 10 000 références, 207 millions de chiffre d'affaires en 2024, plus de 70 millions de produits vendus par an, avec des milliers de points de vente. Je crois que vous êtes présent dans plus de 7000 points de vente.
Comment vous gérez cette complexité-là, le fait d'avoir autant de produits différents, d'être présent dans 70 millions de produits vendus par an, sous autant de marques différentes, c'est surtout ça. Oui, une trentaine de marques. Oui, c'est ça. Comment vous gérez cette complexité-là? Vous avez un peu répondu dans la relation au client, ce qui est déjà une dimension très importante dans une marque comme la vôtre. Mais au-delà de ça, peut-être sur la fabrication, sur... Alors, c'est-à-dire un des grands enjeux auxquels j'ai été confronté quand je suis arrivé dans l'entreprise, qui était en difficulté, qui avait un peu perdu le focus sur son activité. Vous avez mis le doigt sur le vrai sujet. C'est comme une fourmilière. Donc c'est de la micro-capillarité. On gère une multitude de flux de très faible valeur. C'est vrai que quand on a 6 000 ou 7 000 clients, c'est l'ensemble des supermarchés, hypermarchés de France, en fait. C'est ça l'ordre. Ouais. Et répartis sur des milliers de produits qui ont tous des valeurs unitaires très faibles. C'est pour ça qu'il y a ça en fait 170 millions. Ils ne valent pas grand-chose, c'est des petits objets, même si ce sont des objets durables. Oui, on y reviendra sur la qualité, les choix des matériaux. On vend des ustensiles, et ce qui explique aussi les fréquences basses, parce que quand on achète un produit, on le garde un certain temps. C'est pas du consommable. Alors, il n'y a pas 36 solutions, et ça fait partie de l'analyse qu'on a menée à l'époque, au milieu des années 2000, comment redresser l'entreprise. Quand vous avez un très grand nombre de microflux à gérer, vous êtes obligé de faire redescendre la prise de décision le plus bas possible dans l'organisation. Donc il faut créer une organisation qui soit la plus décentralisée. Alors il y avait un terme qui était très à la mode il y a quelques années, c'était la subsidiarité. On avait sonné ça pour l'Europe. Et en fait, c'est exactement ça. Ouais. Il faut faire prendre conscience aux gens, aux collaborateurs, aux gens qui travaillent dans l'entreprise, qu'ils ont une responsabilité de prise de décision au quotidien, tous les jours. Alors ce sont des décisions unitaires qui sont très faibles, mais si on fait remonter ça, je dirais de façon caricaturale, dans un système très centralisé, un peu le Gosplan de l'URSS où tout était décidé à Moscou, ça n'a pas marché d'ailleurs. Hein, bon. Et c'est pareil pour l'entreprise. Il faut arriver à faire descendre la prise de décision le plus bas possible. Donc il faut avoir des collaborateurs responsabilisés, formés, qui savent ce qu'on attend d'eux, et il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance, il faut leur expliquer qu'ils ont le droit à l'erreur. On se trompe tous, je dis souvent... C'est comme ça qu'on apprend, d'ailleurs. Alors, on apprend dans ses erreurs, on progresse de ses victoires. Bon. Mais je dis toujours, c'est de la com interne, que je suis celui qui fait le plus d'erreurs, parce que je suis celui qui prend le plus de décisions dans l'entreprise. Mais on a le droit à l'erreur. C'est pas grave. L'erreur est moins importante que la non-décision. Donc, le gars qui est confronté à un problème et qui dit « je sais pas, je vais appeler mon chef, je vais attendre qu'il me dise ce que je dois faire », c'est un temps perdu. Donc, je préfère, et on a expliqué aux gens qu'on attendait d'eux, des décisions rapides, instantanées, on leur donne, on les forme, on leur explique les critères de choix, et si dans le flot des décisions qui sont prises, il y en a quelques-unes qui sont moins bonnes que les autres, ce n'est pas grave, c'est moins grave que de reculer et de perdre du temps. Et donc, on a créé des petites structures organisationnelles de management dans lesquelles les gens sont responsables sur leur compte, ils ont des reportings, ils suivent leurs chiffres, et ça marche très bien. 5 sites de production en France, ça veut dire que vous réussissez à produire quelle part de tout ce que vous... Précisément, j'ai 2 sites de production, d'usine, et les 2 autres sont des sites logistiques. Donc d'accord, c'est pas exactement la même chose. Dans lequel il y a beaucoup d'employés, et il y a de la valeur ajoutée, mais j'ai 2 usines de production. Et donc ma question, c'était quelle part de vos produits sont made in France, sont fabriqués en France? Est-ce que vous réussissez à maintenir quand même une production française importante? Oui, alors sur les 170 millions de produits, à peu près, vous en avez un tiers qui sont fabriqués en France. Un tiers qui sont fabriqués dans le reste de l'Union européenne, et un tiers dans des pays qu'on appelle pays à bas coût de main-d'œuvre, principalement en Chine. D'accord. Et cet équilibre-là, vous réussissez à le maintenir ou ça devient plus compliqué? C'est-à-dire de garder la part française, quoi. Alors, on était tombé à des taux plus faibles au milieu des années 2000 quand on a restructuré la société, parce qu'on était vraiment sous une très grande pression concurrentielle. Je perdais des marchés, j'avais des distributeurs qui nous déréférençaient les produits parce qu'on n'était pas compétitif. Quand on a eu retrouvé un niveau de compétitivité commerciale et prix correct, et qu'on est reparti de l'avant, qu'on a recommencé à gagner des parts de marché, on a mené en parallèle un travail de réindustrialisation. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a plutôt fermé, coupé, transféré, parce qu'il fallait absolument avoir une offre produit compétitive. Quand on a retrouvé on a réindustrialisé. L'usine de Béthisy où on fabrique les produits éléphants, elle était tombée à moins de 30 employés. Aujourd'hui, on est presque remonté à 50 employés. Donc on a réinvesti, on a racheté des machines, on a rapatrié une partie. Mais on le fait uniquement sur des produits
sur des références sur lesquelles on sait qu'on a une offre compétitive. C'est-à-dire que notre productivité, parce qu'on a des machines modernes et une organisation, compense éventuellement le bas coût de main-d'œuvre d'une production chinoise auquel il faut rajouter le coût du transport. Et donc, ça devient intéressant. Et donc, l'équilibre, il est à trouver produit par produit. On a une autre usine où on fabrique des semelles dans l'Aisne. On a également des opérations de sous-traitance, c'est-à-dire qu'on a des partenaires industriels sur certaines productions sur lesquelles on n'a pas, nous, soit l'outil, soit les volumes en France ou en Europe, sur lesquels on a des partenariats industriels. Donc, au cas par cas, on essaie de trouver la solution. Ça veut dire que si on veut maintenir de la production en France, il faut forcément être plus innovant, il faut plus de machines pour compenser la main-d'œuvre. C'est aussi simple. C'est pas simple, hein, mais l'équation, c'est celle-là. Alors, l'innovation, elle est partout. Elle est partout. Il faut être innovant tout le temps. Dès qu'on est dans un monde compétitif comme le bien de consommation, si vous n'êtes pas un peu innovant, vous êtes vite ringard. Ce qui peut surprendre, parce que là, j'ai une lavette absorbante. On peut se dire, il n'y a peut-être pas beaucoup d'innovation dans une lavette absorbante ou dans une lavette double phase. Vous voyez ce que je veux dire? Détrompez-vous. Et donc, je me trompe. Ces deux produits sont très innovants. Oui. La tendance dans les lavettes microfibres aujourd'hui, si vous partez dans la grande distribution, vous avez des lots partout. Des lots, des lavettes de couleur, par 4, par 6, pas cher, avec des petits écrans de télé qui vous disent pas cher. Alors, ça, on ne fait pas. Enfin, on en fait un petit peu, mais on n'est pas dans cette bataille-là, parce que c'est une bataille au prix le plus bas. Évidemment, vous allez retrouver en plus des discounters, les enseignes sont connues, qui vont faire encore plus bas, encore moins cher. Et la vérité, à l'arrivée, c'est que le produit, il est dévalorisé. Dans cette bataille, cette recherche du coût le plus bas, on finit par avoir des produits de très mauvaise qualité. Sur les lavettes microfibres, elles sont de plus en plus fines, il y a de moins en moins de matière. Et c'est même très mauvais parce que le consommateur perd la notion de valeur. Et on arrive à avoir des comportements, absolument, de gens qui les achètent. Et alors, ce sont des microfibres, donc c'est du plastique. Ça ne se jette pas, ces choses-là, ça se lave. Nous, des lavettes, normalement, vous les lavez des dizaines et des dizaines de fois, vous les passez à la machine, vous les réutilisez. Ce sont des produits durables. Mais s'il n'y a plus de valeur, on les utilise une fois, on les fout à la poubelle. Et alors ça, par contre, d'un point de vue environnemental, c'est catastrophique. Alors celles-là, elles sont très innovantes parce que ces deux produits-là sont des produits... Aujourd'hui, on est les premiers à les mettre sur le marché en France, qui ont des spécificités. Alors, un, c'est pour la salle de bain, l'autre, c'est pour la cuisine, qui sont très performants pour enlever les traces de calcaire sur l'inox, sur les robinets. Donc, on essaie, et elles sont faites à partir de plastique recyclé, au passage. Donc, on est à la fois innovant et on essaie d'être attractif d'un point de vue environnemental pour le consommateur. On va revenir sur tous ces enjeux environnementaux, évidemment, mais là, on est sur le Made in France. Vous disiez, c'était au journal. Alors, elles ne sont pas fabriquées en France. Non, je vais pas vous faire dire ce que j'ai pas dit. Non, voilà, c'est important. Mais sur cette question de ce qui est fabriqué en France et de la capacité à garder un outil de production en France, au journal des entreprises juin 2025, vous disiez, il n'a jamais été question de quitter le territoire pour ne pas perdre les gens et les compétences. Est-ce qu'il y a un lien quand on est dans une production, dans une exigence industrielle? Est-ce que il y a une part d'artisanat qui reste? Je voudrais qu'on parle un peu des gens, des compétences. Non. Non, Mais il y a de la compétence, mais elle n'est pas artisanale. Non, la compétence aujourd'hui, chez nous en tout cas, elle est vraiment dans notre capacité à être complètement intégrée verticalement entre les équipes marketing, qui ont une connaissance extrêmement fine et qui pensent les besoins du consommateur, comment est-ce qu'on va avoir l'offre innovante, comment on va avoir l'offre attractive pour le consommateur. On a des ingénieurs en développement aussi dans la société qui sont capables de trouver des solutions pour répondre à ces besoins qu'on perçoit chez le consommateur, et notre capacité à les mettre en œuvre, parce qu'on a aussi cette compétence industrielle au travers de la fabrication. Et donc c'est vraiment cette intégration verticale qui crée la compétitivité globale. Et le savoir-faire, notre vrai savoir-faire, il est là, il est dans cette intégration à la fois du besoin du consommateur jusqu'à la production, et notre capacité aussi à gérer cette multitude de flux dont on parlait tout à l'heure. Toutes ces références, on les a en stock. On a besoin de gérer de la logistique. Ce sont des gestions de stock, d'approvisionnement qui sont extrêmement pointues et difficiles, parce qu'on le fait avec un très grand nombre de références, avec des rotations faibles. Donc, si vous voulez, le 90% ou 80% du business qui se fait dans les produits de grande consommation, c'est ce que les gens appellent des fast-moving consumer goods, des produits à rotation rapide. Donc,
quand vous êtes dans ce business-là, vous avez plein de gens, des outils, des logiciels, des ERP qui savent gérer. Moi, je suis dans un business un peu à côté, avec des moutons à 5 ou 6 pattes, dans lequel il y a moins d'outils. il n'y a pas d'outils. Ouais. Donc, on a été obligé de développer des savoir-faire humains et des outils informatiques. On a une équipe informatique extrêmement performante, in-house, donc chez nous, qui développe des outils à la fois pour gérer justement ces approvisionnements, ces stocks et ces choses qui sont assez complexes, mais également on a des petites applications sur le téléphone qu'on a développées pour nos commerciaux, pour les gens qui vont dans les magasins, et ça, ce sont des choses qu'on a développées parce que ça n'existe pas sur le marché, parce qu'on voulait le faire, parce qu'on a un besoin, on a regardé, on n'a pas trouvé, du coup on a développé nous-mêmes des choses. Et alors, quand je fais allusion dans mon interview principale, vous avez bien fait de la mentionner, c'est à ce savoir-faire-là que je fais allusion. Je ne peux pas le déplacer. Et si je déménage de 200 km, je vais tout perdre. Donc, on a 750 employés en France. Quand vous faites le ratio par rapport au chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Donc, on a une activité qui est très consommatrice en êtres humains, alors essentiellement plutôt matière grise, mais et parce que on parlait ces microflux, etc., demande du savoir-faire, de l'expérience. On a développé des outils, et il est là le véritable avantage compétitif de l'entreprise. Alors, on a une question de celui qui était à votre place la semaine dernière, le directeur général de Max Havelaar France, Blaise Desbordes, qui évidemment parle de commerce équitable. Ma question est simple, est-ce que le monde des produits de beauté peut devenir équitable ? Est-ce que demain, les ingrédients, les saveurs, les odeurs peuvent protéger les paysans qui, souvent au bout du monde, produisent les ingrédients indispensables à vos produits ? Merci. Est-ce que c'est possible de faire des produits de beauté équitables ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors d'abord, dans les produits cosmétiques, j'en ai amené un, on pourra en parler. Alors sur là, les compositions. On ne regarde pas les marques, mais c'est une crème nourrissante. Crème nourrissante quotidienne au beurre de karité bio et à l'huile de coco. C'est pour les pieds, c'est une autre gamme de podologie, c'est un soin des pieds, ça évite d'avoir des cales sous les talons, les pieds qui râpent, donc si on s'en passe tous les jours après la douche, vous avez des pieds doux, et ça évite justement de passer des râpes qui, elles, sont en fait un peu contre-productives, parce que plus vous vous râpez les pieds, plus la peau repousse. Donc, si vous vous râpez les pieds, vous refaites de plus en plus de cales. Donc, il vaut mieux se mettre de la... Alors, vous pouvez en mettre un peu au début, on râpe un peu, et après, il vaut mieux se passer de la crème tous les jours, et vous gardez une peau douce. Et on en profite pour faire un peu de conseils en podologie. Mais... Les ingrédients, si vous regardez, il y a une liste assez impressionnante d'ingrédients sur le produit. Vous verrez, il n'y a pas de matière première agricole là-dedans. Alors, la plupart des crèmes, essentiellement, c'est de l'eau. Au départ, c'est des choses qui ont été inventées par les chimistes allemands au 19e siècle. Pour faire une crème hydratante, il vous faut mélanger de l'eau et de la graisse. Mais normalement, quand vous mélangez de l'eau et de la graisse, ça ne se mélange pas. Donc, ils ont inventé des procédés chimiques qui permettent de l'émulsion, qui permettent de mélanger l'eau et la graisse. Donc là, vous verrez, dans les compositions, c'est souvent de l'eau, de la glycérine. Et puis après, il y a un petit peu quelques adjuvants qui permettent d'avoir des qualités différentes. Alors, donc, on n'a pas je veux dire, le gringo qui va chercher le café chez le petit paysan Max Havelaar, et ça n'existe pas en cosmétique. Nous, on a des gens qui nous fournissent des produits chimiques, de la chimie fine, plus ou moins naturelle. Et en fait, notre démarche à nous, c'est d'aller dans ce qu'on appelle la clean beauty. Pas forcément le bio, mais la clean beauty, c'est-à-dire éliminer des compositions, les produits chimiques, voire toutes les substances controversées, pour aller vers des compositions de plus en plus naturelles, c'est-à-dire des choses qui sont issues de plantes, mais qui ont besoin d'un processus quand même chimique, de distillation, etc. Alors, par exemple, cette crème, si vous scannez le code barre, vous pouvez le faire avec l'application Yuka, je vous engage à le faire. Elle a un score, je sais pas, qui est à 90 ou 95 sur 100, elle est verte, et puis vous avez toute la liste des ingrédients qui sont les mêmes que ceux qui sont sur le pack. Vous affichez 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà. Donc nous, notre démarche dans tous nos produits, c'est ce qu'on appelle la clean beauty, c'est-à-dire qu'on essaie de faire monter les ingrédients d'origine naturelle le plus haut possible, et on se benchmark par rapport aux outils qui sont utilisés par le consommateur. Alors après, qui peuvent être controversés, il y a des gens qui sont pour, qui sont contre Yuka, etc. ou autres, c'est pas les seuls, mais aujourd'hui, c'est une démarche qui se développe chez le consommateur. Il y a beaucoup de consommateurs qui prennent les produits, qui scannent le code barre et qui regardent la composition. Donc,
Sur l'impact, il nous reste 5 minutes, sur l'impact environnemental du groupe, peut-être on a commencé à évaluer la démarche, mais est-ce que vous avez commencé par faire une sorte d'audit pour savoir Bien sûr. ce qui était le plus producteur de gaz à effet de serre? Est-ce que c'est la logistique? Est-ce que c'est la fabrication? Vous avez évalué ça? Oui, on a fait deux choses. D'abord, on a une certification RSE qui est PME+, qui est celle de la FEF, la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. Et ensuite, on a commencé, l'an dernier, on a fait un premier bilan carbone pour savoir effectivement d'où viennent nos émissions CO2, gaz à effet de serre, et commencer à construire une trajectoire d'amélioration. On n'est pas... on a une répartition assez équilibrée en fait entre la fabrication, le transport, on n'est pas exceptionnel. Puis comme ça se répartit sur beaucoup de produits, c'est assez hétérogène. Mais on a commencé à construire une trajectoire. Spontanément, je me suis dit les emballages, parce que quand on produit autant de millions de produits par an, il y a forcément un travail sur les emballages. Ah, mais là, le travail sur les emballages, on l'a commencé bien avant, sous la pression des consommateurs. Parce que ce qui fait bouger les lignes, c'est bien tous ces trucs-là, les certifications, mais la vérité, c'est que les entreprises, elles sont soumises à concurrence. Et nous, celui qui nous fait avancer, c'est le consommateur. Et ça fait déjà une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, la plupart de nos produits étaient vendus sous blister. Ce qu'on appelait, c'était une coque en carton avec une coque en plastique et tout. Les blisters, ils ont quasiment disparu. On a remplacé tous les blisters par des emballages en papier, carton. On a remplacé les plastiques progressivement de nos productions par des plastiques recyclés. C'est plus le consommateur que la réglementation. Bien sûr. Parce qu'il y a la réglementation aussi. Oui, mais la réglementation n'a jamais créé de valeur. Le jour où on a une équipe marketing qui perçoit que chez le consommateur, il y a un attrait pour ce genre de choses, c'est ça qui fait avancer. Parce que si vous avez une démarche qui est drivée essentiellement par les problèmes éthiques, ce qui est parfaitement légitime et respectable, mais que les produits ne se vendent pas, il faut faire se rejoindre les deux, évidemment. Donc il faut que ces gens se rejoignent, mais celui qui vote avec sa carte bleue, c'est le consommateur. Parce que ce qui nous nourrit tous les jours, ce sont nos clients. C'est le chiffre d'affaires. Donc, on le fait, et on le fait résolument, dans toutes nos gammes, et on le fait toujours en allant vers les desiderata du consommateur. Donc vous aviez déjà fait évoluer par exemple les emballages. Oui. On pourrait cocher des différentes cases, mais par exemple sur la logistique, c'est pareil, vous êtes un métier de logistique majeur avec vos propres entrepôts, vous le disiez tout à l'heure, et puis forcément des produits à disséminer un peu partout en France, en Europe, dans le monde. Oui, bon. Mais là, alors là aussi, quel choix vous avez fait? Les choix sont limités. Donc de toute façon, les hypermarchés ou les supermarchés en France, on les livre avec des camions. Donc le jour où les camions ne pollueront plus, ce sera bien. Mais moi, je n'ai pas d'autre solution. Alors, il y a quelques temps, ils ont mis une liaison fluviale sur l'Oise qui permet de cheminer des containers depuis le Havre par péniche jusqu'à notre entrepôt de Longueuil-Sainte-Marie. Donc on l'utilise. Quand la solution est là, vous l'utilisez. Mais moi, je ne suis pas transporteur, donc je ne peux pas me substituer aux flux de transport. Donc j'utilise les flux de transport qui existent, j'essaie de prendre les plus économiques, les plus efficaces et les plus vertueux chaque fois qu'on a le choix. Oui, parce que vous pouvez aussi mettre la pression sur votre prestataire. Ça marche dans les deux sens. Le jour où ils ont mis la liaison fluviale, on l'a prise. Reste une liaison terrestre avec des camions. Mais on voit bien que le transporteur camion, il se fait challenger par une concurrence qui est plus vertueuse. Après, il faut que la concurrence vertueuse, elle soit performante aussi. Parce que si les containers n'arrivent pas à l'heure ou si ça coûte 3 fois plus cher, les transporteurs ont le même problème que moi. Ils ont des clients, des consommateurs. Donc, il faut que les deux... On ne peut pas avancer sur une seule jambe. Il faut les deux. Et tiens, on pourrait parler des usines ou des entrepôts, là aussi. Alors, bon, il y a eu la crise énergétique j'espère pour vous aviez anticipé, mais qui a forcé à prendre des décisions pour réduire sa consommation. Oui, alors on est en train de construire un entrepôt tout neuf à côté de Beauvais. On va quitter l'entrepôt historique de Hermes, c'est à 15 km, mais qui lui a plus de 45 ans, pour des raisons essentiellement de productivité. Il est saturé, il est plus aux normes, et puis c'est une passoire thermique parce qu'il a été construit, il faudrait le refaire. Donc on va avoir un entrepôt flambant neuf qui va être aux normes du
du 21e siècle, avec des panneaux solaires sur le toit, totalement isolés, etc., etc. Oui, mais on le fait, c'est très compliqué. On a mis presque 3 ans à trouver un terrain, parce que non-artificialisation des sols, etc. Le permis de construire, c'est très compliqué. On nous a imposé des choses au niveau des panneaux solaires qui étaient quand même un peu surréalistes. C'est-à-dire qu'on vous demande de mettre des panneaux solaires pour des capacités de production qui vont bien au-delà de votre propre consommation. Bon, c'est la réglementation, on la suit. Mais moi, je construit ou fait construire des entrepôts dans d'autres pays en Europe. En Pologne, ça nous a pris 1 an, ce qui va nous prendre 4 ans ou 5 ans en France. Merci beaucoup, François Carayol. C'est compliqué, on est bien d'accord. L'art de l'administration à la française. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.